Le airdrop le plus généreux de l'histoire de la crypto a distribué 1,6 milliard de dollars. Les médias y ont écrit 20 000 dollars par personne en moyenne, sauf que la moitié des gens ont reçu juste 450 pièces. Les deux chiffres sont vrais, c'est la même distribution, puis c'est exactement ça le problème avec les airdrops en 2026. Tout le monde te raconte c'est quoi la moyenne, mais il n'y a personne qui va te raconter ce que toi t'aurais réellement eu. Moi j'en ai reçu plein des airdrops dans les 5-6 dernières années. J'ai reçu Optimist, Arbitrum, Jito, Jupiter, Venice et j'en passe plusieurs. Puis aujourd'hui je vais te donner les vrais montants. C'est quoi la méthode qui marche encore pour obtenir des airdrops en 2026, c'est quoi la méthode qui marche plus, puis je vais te parler aussi de mon expérience avec mon plus gros airdrop, un chiffre assez particulier sur le airdrop de Jupiter qui demande une petite explication. Donc dans les prochaines minutes, c'est ça qu'on va regarder ensemble. Moi, c'est Raphaël. Ici, on parle de finances décentralisées. Puis dans les prochaines minutes, tu vas repartir avec trois choses. Un, c'est quoi un airdrop en 2026? Pour vrai, parce que le modèle il a complètement changé depuis les 5 dernières années. Deuxièmement, c'est où que tu peux chercher avec des noms de protocoles puis des chiffres à jour au moment où je filme, évidemment, parce que tout ça change très rapidement. Puis troisièmement, c'est quoi ma méthode pour te positionner avec un petit capital puis savoir si ça vaut ou non ton temps. Maintenant, 2 secondes avant qu'on embarque dans tout ça, abonne-toi, ça aide la chaîne. Puis si tu veux aller plus loin que cette vidéo-là, on a une communauté gratuite aussi avec une formation complète sur la finance décentralisée. Le lien va être juste en bas dans la description. Donc c'est tout, on y va. Donc, on va commencer par le contexte parce que ça explique vraiment tout le reste. Pendant qu'on se parle, il y a des milliards de dollars qui sont assis dans des plateformes qui n'ont même pas encore de crypto-monnaie ou de token. Puis on ne parle pas de projets obscurs, là. On parle de noms que tu connais peut-être. Par exemple, Base, qui est la blockchain de Coinbase, il y a 4,7 milliards de dollars de valeur bloquée sur cette blockchain-là. C'est la 5e plus grosse blockchain au monde. Il n'y a pas de token. Son créateur il a annoncé en septembre 2025 qu'il commençait à explorer peut-être l'idée d'un token. Puis depuis ce temps-là, silence. Fait que tout ça, c'est une exploration. Évidemment, on n'a pas d'assurance qu'il va y avoir un airdrop, mais un airdrop est absolument possible. MetaMask, qui est le wallet que la plupart des gens ont installé en commençant en finance décentralisée, il y a environ 30 millions d'utilisateurs par mois. Puis le PDG de Consensus, qui est la compagnie derrière MetaMask, a confirmé qu'il va y avoir un token. Il n'y a pas de date, mais il y a une saison de récompense qui est en cours présentement. Polymarket, qui est un autre géant, le marché de prédiction par excellence, il y a 354 millions de dollars de valeur bloquée. L'entreprise vaut 15 milliards de dollars. Puis ça, c'est le plus clair de tous. Leur directeur marketing l'a dit en entrevue, mot pour mot, il va y avoir un token, puis il va y avoir un airdrop. Par contre, ça passe après leur lancement américain, donc c'est confirmé, mais il n'y a pas de date. Puis un quatrième nom, celui-là, je le mets exprès parce que Robinhood vient tout juste de lancer leur blockchain. Ils ont 500 millions de dollars de valeur bloquée, puis des dizaines et des dizaines de protocoles dessus, c'est réel. Mais il n'y a aucun airdrop. Robinhood a démenti publiquement. Pas de token, pas de snapshot, pas de critères. Le gaz va te payer toujours en Ethereum. Sauf que si tu tapes Robinhood Chain Airdrop dans Google, tu vas trouver des dizaines de guides qui t'expliquent comment te qualifier pour quelque chose qui n'existe pas. Donc garde ça en tête parce que c'est la moitié du travail, faire la différence entre ce qu'un projet a dit et ce que les sites ou ce que n'importe qui dit à sa place. Donc il faut faire la différence quand même entre les faits puis entre une réelle possibilité d'un airdrop ou juste quelque chose de spéculatif puis des gens qui font des guides même si carrément ça a été démenti d'un autre côté. Mais dans tous ces cas-là, les gens qui déposent leur capital dans ces protocoles-là en espérant un airdrop, ils le font en sachant qu'il n'y a aucune garantie qu'il y ait un airdrop. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Mais c'est parce que les projets ont trouvé une façon de faire qui fonctionne très très bien. Au lieu de brûler des millions de dollars en publicité, ils vont distribuer une partie de leur token, de leur futur token, aux gens qui ont vraiment utilisé leur produit. Ces gens-là vont devenir des détenteurs de leur token, de la liquidité. Ça va devenir des ambassadeurs. C'est du marketing. C'est purement du marketing. Des airdrops, c'est uniquement du marketing, sauf que c'est payé en propriété au lieu d'être payé à une grosse firme de marketing. Quand on parle de airdrop, juste pour être vraiment clair, on ne parle pas d'acheter un coin puis espérer qu'il monte. On parle ici vraiment, la seule et unique bonne façon de participer pour potentiellement recevoir un airdrop, c'est en utilisant une infrastructure, puis parfois en étant récompensé parce que justement, on a utilisé cette infrastructure-là tôt. Puis ça, c'est la différence que je fais tout le temps, là. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire en crypto-monnaie, mais il y a une chose qui est spéculer sur une crypto. Puis ça, c'est un peu comme acheter un terrain puis attendre. Puis ce qu'on fait en finance décentralisée, c'est plus comme bâtir une maison sur le terrain que tu as acheté qui, lui, va te rapporter un loyer. Puis un airdrop, ça, ce que c'est, ben, ça serait plus comme si le promoteur du quartier qui développe le quartier, il te donnait des parts dans le quartier parce que tu habitais dans le coin avant que ça devienne populaire. Donc, c'est quoi un airdrop en 2026? Un airdrop, c'est quand un projet décide de distribuer des tokens à certaines adresses sur la blockchain. Il y a des règles, évidemment, pour décider quelles adresses sont éligibles. Puis souvent, il va y avoir un snapshot. Ça, c'est une photo de la blockchain à un moment précis. Puis ça nous dit, OK, c'est qui a fait quoi, qui détient quoi, qui a interagi avec quel contrat à ce
moment-là ou encore avant ce moment-là. Maintenant, là où la plupart du contenu francophone, le contenu que tu trouves sur Internet se trompe, c'est que si tu cherches sur Internet type de airdrop, tu vas tomber sur une liste qui date de 2021. OK? Puis les choses qu'ils disent de faire, c'est plus bon. OK? Donc, par exemple, ce que tu vas voir souvent probablement, c'est OK, suivre sur Twitter, joindre le Discord, remplir un formulaire. Ça n'existe plus sur des projets sérieux. Oui, c'est des choses qui ont déjà existé par le passé, mais maintenant, c'est plus la bonne façon de faire pour être éligible pour des airdrops. Le marché d'aujourd'hui, il y a 4 mécaniques qui structurent comment que les gens vont recevoir des airdrops. Numéro 1, tu as des programmes de points. Ça, c'est vraiment devenu la norme. Donc, tu utilises un protocole, tu participes, tu vas accumuler des points en utilisant ce protocole-là qui vont être visibles souvent sur un tableau de bord ou sur ton interface. Puis c'est des programmes de points qui vont se dérouler sur plusieurs mois souvent. Puis la formule de conversion de points à tokens, souvent c'est annoncé juste avant le airdrop lui-même. Au moment où je filme, il y a plusieurs dizaines de programmes de points actifs en même temps présentement qui permettent justement de devenir éligible pour des futurs airdrops. Le deuxième mécanisme souvent utilisé de nos jours, c'est les dépôts d'avance. Donc, tu déposes ton capital avant même que le protocole soit live. Plus tu vas déposer tôt, puis plus tu vas déposer longtemps, puis plus que tu vas compter, puis que tu vas te retrouver potentiellement éligible pour un airdrop. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle l'activité pondérée par le coût. Donc ça, souvent c'est la plus importante parce que depuis qu'il y a eu le airdrop de Hyperliquid, il y a beaucoup de projets qui calculent ton allocation sur des choses qui coûtent cher à simuler. Par exemple, le volume que tu as vraiment tradé, les frais que tu as vraiment payés, puis la taille de tes dépôts. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui essayent de tricher sur les airdrops. Donc, ce que les protocoles font, c'est qu'ils regardent, OK, qu'est-ce qui est vraiment difficile pour quelqu'un de juste simuler? Puis, bien évidemment, si tu ne peux pas vraiment simuler tant que ça de payer beaucoup de frais parce qu'en réalité, tu vas payer beaucoup de frais. Donc, ça coûte plus cher à simuler, c'est plus difficile à simuler. Donc, c'est souvent comme ça que les protocoles vont différencier les gens qui participent vraiment des gens qui font juste essayer d'aller chercher des airdrops. Puis, le quatrième mécanisme, c'est le rétroactif classique. Donc, c'est le plus traditionnel si on veut. Donc, tu as utilisé le protocole avant qu'il y ait une annonce de airdrop, puis tu es récompensé après. Ça existe encore, c'est devenu rare, mais c'est la façon qui a été la plus répandue dans le passé. Maintenant, pour ces 4 mécanismes-là, si tu peux retenir une chose, une phrase, c'est qu'en 2026, un airdrop sérieux, ça va récompenser ce que tu as réellement fait sur la blockchain. Okay? Donc, si tu simules, c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher des airdrops. Si tu utilises réellement les produits, la blockchain, la finance décentralisée, tu vas pouvoir te rendre éligible pour des airdrops. Maintenant, je vais te raconter 4 histoires sur 4 airdrops historiques qui se sont produits. Chacune de ces histoires-là, chacun de ces airdrops-là va t'apprendre une chose différente. Puis tu vas voir que les 4 histoires ensemble, ça va te faire comprendre pourquoi c'est rendu plus dur maintenant d'aller chercher des airdrops que par le passé. Le premier airdrop que je vais parler, c'est Uniswap. Uniswap, c'est l'acte de naissance des airdrops, si on veut. Uniswap a donné 400 tokens Uni à toutes les adresses qui avaient touché à leur contrat en septembre 2020. Tu pouvais avoir juste interagi une fois avec leur contrat, puis c'était suffisant. Même un swap qui avait échoué, puis là-dedans, il y avait à peu près 251 000 adresses. Puis toutes ces personnes-là ont reçu 400 tokens unis. Le jour même, ça valait à peu près 1680 $. Puis au sommet du prix de Uniswap en mai 2021, la même allocation, ça valait proche de 18 000 $. Donc on s'entend, c'est majeur comme airdrop. Puis il y a énormément de gens qui avaient à peine interagi avec Uniswap, qui ont récolté des sommes très, très intéressantes. Mais dans tout ça, il y a 2 choses à retenir. La première chose, c'est que d'abord, il n'y avait pas vraiment de filtre anti-triche à cette époque-là parce que le concept du airdrop n'existait pas vraiment encore. Uniswap, c'était vraiment un pionnier du airdrop. C'est exactement la raison pour laquelle il pouvait donner 400 tokens à tout le monde sans distinction. Puis ça, c'est important de retenir ça parce que de nos jours, malheureusement, on ne pourrait plus vraiment procéder de la même façon. La deuxième chose, puis c'est une leçon qui est super, super importante, c'est que 93% des gens ont tout vendu. Puis il y a 75% des gens qui ont vendu dans les 7 premiers jours. Puis l'ironie parfaite, c'est que Uniswap, c'est le seul vraiment vieil airdrop qui a essentiellement gardé bien sa valeur. Le seul qu'il fallait garder, c'est celui que presque tout le monde a vendu. Dans ce cas-ci, recevoir, c'était la partie facile. Deuxième airdrop, Jupiter, janvier 2024. Puis la leçon, c'est que le meilleur airdrop, c'est celui que tu n'as pas nécessairement cherché. Parce que Jupiter, c'était l'agrégateur de swap de Solana. Si tu échangeais quoi que ce soit sur Solana, tu passais par Jupiter, puis souvent même sans le savoir parce que les wallets,
il routait tout le temps à travers de Jupiter. C'était pas un protocole qu'on allait vraiment farmer, c'était vraiment de l'infrastructure qu'on faisait juste utiliser parce que ça fonctionnait bien, parce qu'on en avait besoin. Puis le critère d'éligibilité pour cet airdrop-là, écoute bien, c'était tout simplement d'avoir interagi avec Jupiter avant le 2 novembre 2023. C'est tout. Il n'y avait pas de volume minimum, il n'y avait pas d'inscription, il n'y avait pas de Discord. Il y avait 955 000 wallets qui ont été éligibles pour cet airdrop-là. Puis chacun a reçu environ 200 tokens, puis une portion de plus selon le volume que tu tradais. Donc, si il y avait certains seuils, si tu avais tradé un certain volume sur Jupiter, tu pouvais recevoir beaucoup plus. Donc, ça dépendait évidemment de ton volume. Mais en dollars, au prix de clôture du jour, le simple utilisateur touchait environ 119 $. Celui qui avait vraiment tradé sur Solana touchait entre 600 puis 1800 $ à peu près pour avoir utilisé le produit qu'il aurait utilisé de toute façon. Fait que c'est de l'argent que tu reçois gratuitement simplement parce que tu as utilisé, parce que tu étais là. Puis Jupiter a continué, il y a eu 3 rounds de airdrop. En tout, à date, il y a eu 21% de leurs tokens qui a été redistribués à la communauté. Maintenant, je vais être honnête, sur Jupiter, moi personnellement, j'ai fait dans les 6 chiffres. OK? Donc, si je suis pour être transparent, dans le fond, moi, je n'avais pas uniquement une adresse sur Jupiter, j'avais plusieurs adresses, mais encore une fois, j'étais pas là pour farmer un airdrop ou quoi que ce soit, j'avais juste plusieurs adresses qui ont fait beaucoup de volume, puis ça m'a mérité un airdrop dans les 6 chiffres. Donc, des fois, c'est quelque chose qui peut être super intéressant. Puis ce qui est intéressant à prendre en considération avec ça, c'est que si j'avais eu une seule adresse sur laquelle j'avais fait tout mon volume, j'aurais reçu beaucoup moins d'argent que là, étant donné que j'avais plusieurs adresses séparées avec le volume que j'avais. Là, les gens ont vu ça, puis après ça, ils sont mis à essayer de gamer le système parce que ce qui arrivait, c'est que les petits utilisateurs, 1$ qui transigeait sur Jupiter, ça valait beaucoup plus qu'un gros utilisateur qui transigeait 1$ sur Jupiter. Donc, les gens se sont mis à faire plein d'adresses qui allaient interagir avec Jupiter pour essayer de maximiser leur airdrop. Puis c'est exactement la raison pour laquelle le modèle a changé. Le round suivant, Jupiter a retiré plus que 750 000 wallets parce que justement, il y a plein de gens qui essayaient de gamer le airdrop comme ça. Puis l'industrie au complet est passée à des mesures beaucoup plus coûteuses à simuler, comme j'expliquais un petit peu plus tôt. Par exemple, les frais que tu as payés, la taille de tes dépôts, etc., etc. Fait que comme je dis, les choses ont évolué depuis le temps. Fait que la méthode que je donne aujourd'hui dans cette vidéo-là, c'est vraiment celle qui marche en 2026, pas celle qui a marché pour moi en 2024 parce que tout ça a changé beaucoup. Jito, en décembre 2023, c'est un de mes exemples préférés. Il y avait seulement 9852 wallets qui étaient éligibles à cet airdrop-là. On se rappelle, on parlait de plusieurs centaines de milliers dans les 2 autres exemples que j'ai donnés. C'est tout. OK? Juste 9852 wallets d'éligibles. Puis le critère pour être éligible, c'était d'avoir staké du sol avec eux. That's it. Puis attachez bien votre truc parce que l'allocation minimale, le plancher que les gens recevaient de cet airdrop-là, c'était 11 838 $ le jour de la réclamation. Le plancher, OK? Fait que c'est vraiment le plus bas que les gens recevaient pour cet airdrop-là. Puis il y a plusieurs personnes dans notre communauté qui ont reçu des 5 chiffres sur Jito. Fait que ça, c'était pas un exploit, c'était juste si tu avais interagi avec Jito, tu étais éligible pour l'airdrop. Ça, c'était un airdrop incroyable parce que si tu compares par exemple avec Jupiter, que je parlais un petit peu plus tôt, les 2 airdrops se sont produits relativement aux mêmes périodes, eh bien, Jupiter a distribué 10 fois plus de valeur totale à 97 fois plus de monde. Fait que c'était très, très concentré comme airdrop Jito. Puis tout ce qui suffisait de faire, c'était d'être là puis d'avoir interagi. Puis tu étais éligible à un énorme airdrop. Donc tout ça pour dire que c'est pas parce que tu as un airdrop qui est plus petit que ça peut pas être plus profitable parce que ça dépend de la quantité de personnes qui vont participer au airdrop. Le dernier exemple que je vais montrer, c'est Venice. Donc Venice, c'est une plateforme liée à l'intelligence artificielle. Donc, ils ont distribué la moitié de leurs tokens à leurs utilisateurs, ce qui est quand même assez exceptionnel. Puis dans tous les tokens que j'ai parlé un petit peu plus tôt, c'est le seul de toute la liste qui, aujourd'hui, au moment où on se parle, vaut plus que le lendemain de son lancement après avoir traversé un creux assez profond. Puis pourquoi Venice? Mais c'est parce que Venice a un mécanisme où tu peux staker le token, tu peux générer des crédits de calcul, puis avec l'intelligence artificielle qui est en train d'exploser en ce moment, bien, c'est sûr que il y a eu une certaine demande qui s'est créée à la suite de ça. Sur Venice, tu peux staker 1% de l'offre de Venice, puis ça te donne le droit à 1% de la capacité totale de Venice à perpétuité. Donc, le token, il sert à quelque chose, puis ça fait en sorte qu'il y a une demande qui ne dépend pas de l'humeur du marché.
Ça, c'est super important. Le prix va toujours te dire ce que le monde ressent, puis ce qu'il y a derrière, c'est ça qui va te dire si ça va durer. Sur des airdrops, moi, personnellement, j'ai fait des super de beaux montants au fil des années. Sur Optimism, j'ai fait 4 chiffres, Arbitrum 5 chiffres, Venice 4 chiffres, Jupiter 6 chiffres, etc., etc. Il y en a eu plein. Okay? J'en passe énormément. Mais comme vous pouvez voir, les airdrops, au fil du temps, ça peut quand même s'additionner puis devenir super intéressant. Il faut garder en tête aussi que tous ces montants-là, c'est la valeur au moment du airdrop. Ce que ces tokens-là valent aujourd'hui, c'est une autre conversation. Bon, maintenant, concrètement, quand tu veux un airdrop, où est-ce que tu peux chercher? Première chose, si tu écris sur Google airdrop gratuit crypto puis que tu t'en vas sur Google puis tu cliques sur le premier lien, c'est pas une bonne idée. OK, c'est pas une bonne idée. Passe par des sources que tu contrôles toujours, sinon tu vas te ramasser sur plein de scams. OK? Moi, je peux te donner quelques petites ressources que tu peux utiliser pour l'instant. Première ressource que je peux te donner, c'est DeFi Lama. Donc, DeFi Lama, c'est l'outil au nom le plus bizarre dans toute la crypto-monnaie, mais c'est aussi un des plus utiles. Donc, tu peux voir sur DeFi Lama où est-ce que le capital se déplace pour vrai, puis il y a une section pour les protocoles qui n'ont pas de token. Ensuite, il y a des tableaux de bord de chasse au airdrop qui existent comme CryptoRank ou Alpha Drops. Ça, c'est quand même utile pour surveiller, mais jamais pour cliquer sur un bouton de réclamation sans être passé par le site officiel. Il faut toujours garder en tête, lorsque tu veux réclamer un airdrop, c'est extrêmement crucial de s'assurer de passer par les sources officielles. Ensuite, je sais que tantôt j'ai dit que le Discord et tout, c'est pas là que ça se passait pour les airdrops, mais ça reste que ces projets-là, ces compagnies-là, souvent, ils font des annonces officiels sur leur compte X, sur leur compte Discord. Donc, c'est là que les vraies annonces vont sortir ou sur les blogs officiels des différents projets. Maintenant, quelques petits noms. Au moment où je filme, en août 2026, voici quelques airdrops qui peuvent être intéressants à surveiller avec le futur. J'en ai parlé un petit peu plus tôt, donc Base, MetaMask, Polymarket. On peut ajouter OpenSea qui a confirmé son token en octobre 2025 avec la moitié de l'offre pour la communauté puis qui a reporté le lancement en mars dernier. Tous ces airdrops-là, c'est ceux que tout le monde surveille puis c'est exactement ça des fois le problème. Il faut se souvenir la leçon qu'on a appris avec Jito. Plus qu'il y a de gens qui attendent puis plus que le gâteau va se couper en petites portions malheureusement. Donc là où le levier souvent il est meilleur, c'est sur des noms que peut-être tu n'as jamais entendu. Par exemple, tu as Extended qui est un protocole de dérivé qui a confirmé publiquement que 30% de son token ira à la communauté. Tu as Symbiotic qui a 337 millions de valeurs bloquées. Tu as Upshift avec un programme de points actifs depuis plus d'1 an. Je te dis pas d'aller mettre ton argent là demain matin, je te dis juste que c'est ça les airdrops qui vont être les plus profitables souvent. Puis il faut aussi faire attention parce que des fois, il y a des applications que quand tu vas chercher, tu vas voir, OK, potentiellement un airdrop et tout, mais des fois, ces airdrops-là ont déjà eu lieu. Fait qu'il faut quand même juste prendre le temps de bien vérifier. Par exemple, Lighter, Backpack, Monad, Meteora, c'est tous des airdrops qui ont déjà eu lieu. Donc, il faut toujours s'assurer de vérifier les dates correctement quand on cherche ce genre de choses-là. Puis quand tu veux sélectionner les protocoles que tu veux essayer d'aller participer pour essayer d'aller chercher un airdrop, 3 questions que tu peux te poser sur n'importe quel de ces protocoles-là. 1. Est-ce qu'il y a du vrai monde qui utilise ce protocole-là? La valeur verrouillée, la TVL sur le protocole, souvent, ça te donne un très bon indicateur. Ensuite, est-ce que toi, tu utiliserais ce protocole-là même s'il n'y avait pas de airdrop? Si la réponse c'est non, ben, tu es en train de juste parier sur le fait qu'il va y avoir un airdrop. Puis troisièmement, combien de monde va partager puis vont participer à ce airdrop-là? Si tu as un protocole qui a 10 000 utilisateurs actifs puis une grosse trésorerie, c'est mathématiquement beaucoup plus intéressant qu'un protocole avec 2 millions d'utilisateurs qui a qu'une grosse trésorerie aussi, qui a la même trésorerie. Fait qu'il faut toujours regarder ça pour essayer d'aller chercher évidemment ce qui a le plus de potentiel d'être payant. Maintenant, un petit résumé avant de passer à la dernière étape. D'abord, en 2026, ce qui compte, c'est l'utilisation réelle, puis c'est l'usage qui va te coûter quelque chose. C'est pas juste de t'inscrire à quelque chose. Ensuite, en deuxième, le vrai test, c'est pas juste de recevoir le airdrop, c'est aussi de savoir quand est-ce le vendre. Puis troisièmement, c'est intéressant de regarder combien de gens vont participer au airdrop. Est-ce que c'est un protocole plus ou moins populaire? Parce que ça te donne quand même un indicateur intéressant du potentiel. Maintenant, la méthode pour pouvoir participer à des airdrops. La première étape, c'est d'avoir un wallet dédié ou plusieurs wallets dédiés. Donc, ton portefeuille principal où tu décides de garder tes actifs à part, c'est important de le garder et de ne pas nécessairement interagir avec celui-là. Ensuite, tu peux avoir un ou plusieurs portefeuilles avec lesquels tu fais tes interactions en finance décentralisée. Idéalement, ne pas tout garder sur un portefeuille, ça réduit ton risque. Puis si tu comptes essayer de participer à beaucoup d'airdrops, je te recommande fortement de créer un wallet dédié au airdrop. Donc, tu utilises un wallet non-custodial comme MetaMask, Rabby, Phantom, peu importe. Puis tu dédies un portefeuille pour ce genre d'opération-là. Comme ça, ton capital principal reste indépendant de tout ce que tu vas signer ailleurs. Puis, c'est important de sauvegarder toujours sa phase de récupération hors ligne. Ensuite, deuxième étape de la méthode pour pouvoir participer à tout ça. Là, je vais dire quelque chose que la plupart des vidéos disent pas. OK?
c'est que si ton objectif, c'est d'apprendre la finance décentralisée dans des conditions réelles, 100, 200 $, c'est parfait. Okay? Tu vas apprendre les wallets, tu vas apprendre les ponts, tu vas apprendre les échanges décentralisés, les frais de réseau. C'est de l'argent bien investi en formation. Puis un airdrop, justement, si tu utilises cet argent-là pour faire des tests, etc., ben le airdrop devient un bonus parce que tu as utilisé cet argent-là pour apprendre, etc., etc. Si ton objectif, c'est vraiment d'avoir une allocation significative à un airdrop, il faut savoir comment le calcul se fait maintenant. Okay? Parce que depuis le modèle Hyperliquid, les allocations, très, très souvent, ils suivent les frais que tu as payés et la taille de tes dépôts. Fait que ça veut dire que si tu as vraiment un gros espoir d'obtenir un gros airdrop, mais que tu as juste 200 $, ça risque d'être de plus en plus difficile. Mais si tu utilises vraiment les protocoles, ben ton activité peut te rendre éligible à certains airdrops. Puis pour prouver ce que je viens juste de dire, que justement les allocations suivent les frais que tu as payés puis la taille de tes dépôts, j'ai un chiffre sur le airdrop de Monad. Donc, il y a une catégorie qui était les petits utilisateurs. Il y avait 229 000 comptes qui étaient éligibles. Puis il y a juste 41% de ces comptes-là qui sont allés réclamer leur token parce que leur allocation valait moins cher que les frais pour réclamer leur token. Fait qu'on commence petit pour apprendre, puis après ça, on monte quand on comprend un peu mieux. On y va dans cet ordre-là. Puis la troisième étape, qui est probablement ce qui est le plus important, c'est utilise le protocole comme un humain normal. Fais pas juste essayer de farmer un airdrop. Ça veut dire échange, passe d'une blockchain à l'autre, fournis un peu de liquidité si tu comprends le risque, reviens dans 2 semaines, refais d'autres transactions, etc., etc. Utilise comme un humain. Si tu fais 10 interactions sur 2 mois, ça vaut beaucoup plus qu'une grosse transaction un dimanche soir. Okay? Les modèles en 2026 vont regarder l'âge de ton wallet, la régularité, le volume dans le temps, etc. Fait que vraiment, la meilleure façon d'obtenir des airdrops, c'est de ne pas essayer d'obtenir des airdrops, c'est vraiment juste d'utiliser les protocoles qui sont susceptibles de recevoir des airdrops. Étape numéro 4, choisis des protocoles, des produits que tu utiliserais même s'il n'y avait pas de airdrop. Ça, c'est l'histoire de Jupiter que je viens de vous raconter. C'est le meilleur airdrop, puis c'est celui qu'on n'a pas nécessairement cherché. C'est juste en l'utilisant, puis c'est juste en participant qu'on est récompensé ultimement. Puis la réalité, c'est que si le seul intérêt d'un protocole, c'est « Oh, peut-être que je vais recevoir un airdrop », bien là, tu fais juste parier là-dessus. C'est souvent pas très tant que ça une bonne idée. Étape numéro 5, c'est faire du multi-chain. Okay? Donc, il y a beaucoup de campagnes de airdrop qui aiment les utilisateurs qui bougent entre les écosystèmes. Mais chaque passage d'une blockchain à une autre a un coût puis un risque technique. Donc, il faut le faire pour, encore une fois, du vrai usage. Puis finalement, la dernière étape, c'est la constance sur des mois. Donc, il y a 2 choses ici. Bon, vous vous rappelez le snapshot surprise, ça c'est le modèle d'avant. En 2026, les campagnes sérieuses, ils ne font pas juste prendre un snapshot, ce qu'ils font, c'est qu'ils roulent des programmes sur des programmes de points qui sont visibles en continu sur 6, 12 mois, plus longtemps même parfois. Puis il n'y a plus juste une date à guetter, il y a une courbe à alimenter. Okay? Fait que ça veut dire que tu peux te planifier, puis tu peux juste continuer d'utiliser ce protocole-là sur le long terme au lieu de juste essayer de deviner, OK, ben, je dois absolument l'utiliser avant cette telle date. Il faut que tu l'utilises de façon constante. Puis deuxièmement, la chose dont certaines personnes oublient complètement de parler, c'est qu'il faut que tu calcules ton coût réel. Ça veut dire c'est quoi les frais que tu accumules pour aller participer, pour interagir avec un protocole. C'est quoi le capital que tu as immobilisé pendant plusieurs mois pour te rendre éligible. C'est quoi le temps que ça t'a pris. C'est ça ton coût réel. Quand on essaie d'aller chercher des airdrops, il n'y a personne qui publie le rendement net d'une stratégie d'airdrop, OK? Parce que tu n'as pas de taux horaire, tu n'as pas un rendement une fois que le capital puis les frais sont comptés. Il n'y a pas vraiment d'études sérieuses. Fait que c'est important de regarder c'est quoi son coût réel. Puis quand on calcule ce coût réel-là en temps, en argent, en frais, etc., souvent, on va arriver après ça à la vraie question, c'est est-ce que ce capital-là que j'ai investi dans cette stratégie de airdrop-là, elle travaillerait mieux ailleurs pendant ces 8 mois-là, par exemple. C'est vraiment important de garder ça en tête parce que des fois, la réponse, c'est oui. Puis ça revient encore une fois à pourquoi que je dis tout le temps, vaut mieux juste utiliser les protocoles puis juste recevoir un airdrop à un moment donné parce que tu le mérites, parce que tu as utilisé des protocoles que vraiment, tant que ça, chercher ce genre de airdrop-là. Donc, si tu résumes la méthode en une phrase, tu as un wallet propre, tu as un capital qui est adapté à ton objectif, de l'utilisation réelle et régulière, quelques protocoles bien choisis, puis un coût calculé. Maintenant, cette section-là est super courte, mais elle est très, très importante. Le premier réflexe que tu dois avoir quand tu veux aller chercher des airdrops, c'est d'abord ta phrase de récupération. Elle reste à toi, toujours. Il n'y a aucun projet légitime qui va avoir besoin de l'avoir. Jamais, jamais, jamais. Si quelqu'un te la demande, tu fermes puis tu passes à autre chose. C'est la règle la plus simple de la crypto puis c'est celle qui protège le plus de monde. Réflexe numéro 2, dans un airdrop,
tu reçois. Tu peux payer des frais de réseau pour réclamer, ça c'est normal, mais envoyer des fonds à quelqu'un pour débloquer une allocation, ça fait partie d'aucun processus légitime jamais. Réflexe numéro 3, tu pars toujours du lien officiel, le site du projet ou leur publication vérifiée. Tu mets ça dans tes favoris une fois, puis tu passes toujours par là après. Réflexe numéro 4, tu prends ton temps. Les vraies fenêtres de réclamation, souvent, elles durent des jours ou des semaines. Uniswap a laissé sa fenêtre de réclamation, par exemple, ouverte pendant des mois. Arbitrum, c'était genre 6 mois. Quand quelque chose te demande d'agir dans les prochaines minutes, ton meilleur réflexe, c'est de revenir demain. Réflexe numéro 5, tu vérifies toujours avant d'interagir. Un token inconnu qui apparaît dans ton wallet, tu regardes le contrat avant d'y toucher, puis tu calcules si les frais, ça vaut la peine sur un petit montant. Okay? Donc, il faut toujours checker ça, puis il faut toujours être prudent, encore plus avec les tokens qui apparaissent magiquement dans votre wallet. Ces 5 réflexes-là, une fois que ça fait partie de tes habitudes, tu ne penses même plus à la sécurité, c'est intégré, puis c'est ça l'objectif. Maintenant, je vais te donner la vraie photo du marché parce que si je te donne juste les bons coups, ça ne sert à rien. Donc, la réalité, c'est que sur 113 tokens lancés en airdrop en 2024 puis 2026 avec plus de 100 millions de capitalisation boursière, il y en a juste 8 aujourd'hui qui se traitent au-dessus de leur prix de lancement. 8 sur 113. Le rendement médian du groupe, c'est à peu près moins 95 %. Puis sur les lancements de 2025, avec plus d'1 milliard de valorisation de départ, il y en a 0 qui sont en territoire positif. 0 sur 28. Alors que dans la tranche des petites valorisations, 40 % le sont. Donc, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça. Puis le filtrage de tout ça est devenu quand même assez sérieux. Quand je parle de filtrage, je parle de est-ce que tu vas recevoir ou non airdrop. L'INEA, par exemple, a écarté 40 % des 1,3 million d'adresses qu'ils ont analysées. Layer 0, quand ils ont fait l'airdrop, ils ont écarté 803 000 wallets, puis Jupiter, comme je disais tantôt, 750 000 wallets. Mes propres montants que je t'ai donnés tantôt, ça date d'une autre époque du marché. Okay? Arbitrop, mon 5 chiffres, ça reste vrai au moment où je l'ai reçu, mais aujourd'hui, la même allocation vaut une fraction de ça. Je te le dis parce que c'est vrai, puis parce que tu mérites de savoir avant de décider de où tu mets ton temps, puis juste d'aller all-in sur des airdrops. Fait que c'est quoi la conclusion honnête par rapport à tout ça? Les airdrops, c'est une des rares portes d'entrée où tu n'as pas besoin d'un gros capital de départ pour apprendre la finance décentralisée dans des conditions réelles. Tu apprends les wallets, les ponts, les échanges, les frais, puis toutes ces belles choses-là pendant que tu te positionnes. Puis cette valeur-là, elle est réelle, puis elle reste. Puis une fois que tu as appris ça, tu es exactement à l'endroit où la question intéressante commence. Donc, si on revient à la question que j'ai posée un petit peu plus tôt, le capital que tu immobilises pendant genre 8 mois en espérant une allocation à un airdrop, est-ce qu'il travaillerait mieux ailleurs? Parce que c'est ça la différence. Un airdrop, c'est un événement. Il va arriver ou il n'arrivera pas. Tu ne contrôles pas la date, tu ne contrôles pas le montant. D'un autre côté, un capital qui est déployé dans un protocole qui génère des revenus réels, c'est un système. Tu sais c'est quoi qu'il fait, tu peux le calculer, puis il travaille pendant que tu dors. Si on se souvient, Venice, dans les exemples que j'ai donnés, c'est pas mal le seul qui a tenu. C'est celui dont le token, il sert à quelque chose. C'est le même principe, mais en plus grand. La valeur va suivre l'usage. Puis les airdrops, c'est une belle porte d'entrée, mais c'est pas la maison. Fait que si tu as aimé cette vidéo-là et que tu veux comprendre comment on bâtit la maison, on a une communauté gratuite avec une formation complète sur la finance décentralisée, comment ça marche, comment on évalue un protocole, comment on déploie du capital de façon structurée. Le lien est dans la description, ça coûte rien, c'est gratuit. Abonne-toi aussi si ce n'est pas déjà fait, puis dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà reçu un airdrop? C'est quoi le airdrop que tu as reçu? Puis tu as fait quoi avec? Je vais tout lire ça. On se voit dans la prochaine vidéo. Bienvenue dans la finance décentralisée.